quand on veut créer des franchises et que ça foire complètement. Salut à tous, bienvenue pour ce troisième épisode des films du grenier. Et bien cette fois-ci, nous allons aborder trois films qui sont symboliques d'un phénomène dans le cinéma, surtout le cinéma commercial, c'est-à-dire des films qui sont censés développer ou lancer des franchises. Alors les franchises, c'est quoi? C'est tout simplement des producteurs qui mettent le grappin, qui achètent les droits de certaines œuvres littéraires. Alors c'est des œuvres qui sont assez costauds pour justement pouvoir légitimer de faire plusieurs films, donc ce qu'on appelle plus vulgairement une franchise. C'est le cas évidemment de films tels que Harry Potter, tels que Narnia ou d'autres comme actuellement Pirates des Caraïbes. Il y a des fois des franchises qui sont lancées et qui fonctionnent, il y a des fois des films qui font des gros succès et qui font naître des franchises, mais qu'à la base ces films n'étaient pas prévus pour être avec des suites. Mais vu le succès mondial que ces films ont obtenu, eh bien, tout d'un coup, on a inventé de quoi pouvoir faire une suite. Mais il y a des cas où, malheureusement, eh bien, avec même tous les budgets qu'on peut mettre en place pour promouvoir un film, eh bien, c'est une véritable catastrophe. Et finalement, eh bien, on en reste au premier film et on ne sait toujours pas si finalement la franchise va continuer, va être reprise, ou si au contraire, eh bien, les producteurs ont définitivement abandonné le projet, ou peut-être avec les années ont décidé de revoir leur copie et de faire un reboot. Alors, c'est l'occasion de voir un petit peu trois films qui étaient nés pour développer des franchises et qui finalement, eh bien, on ne verra pour l'instant toujours pas la suite. C'est parti. Alors, le premier film tout à fait symbolique de ce phénomène, c'est un film produit par la Fox. Alors, petit contexte, à l'époque, nous sommes entre 2000 et 2010. À l'époque, la Fox est l'une de ces majors américaines qui a du mal à trouver sa franchise. La Warner possède Harry Potter, Disney a lancé Narnia et la Fox eh bien, s'est vue en rupture de contrat, en fin de contrat plutôt, pour l'adaptation des X-Men. Souvenez-vous, c'était les films réalisés par Bryan Singer et également pour Spider-Man avec à la réalisation Sam Raimi. Donc à partir de 2004-2005, la Fox s'est retrouvée sans franchise. Alors il a fallu trouver une autre franchise pour essayer de ne pas perdre un petit peu la face en matière de lucrativité sur le marché des distributeurs aux États-Unis. Alors c'est un roman de Christopher Paolini que la Fox a décidé tout simplement d'adapter. C'est Eragon. Eragon, c'est une histoire de dragons, de dresseurs de dragons dans une époque médiévale. On ne sait pas trop si ça se passe sur Terre ou pas, etc. Bon, bref, on est véritablement dans le phénomène qui surfe sur la tendance Seigneur des Anneaux. Et le film donc sort en 2006. Il est réalisé par Stephen Fragniers, avec un jeune acteur un peu, pas très connu d'ailleurs, Ed Speleers, mais on va quand même incrémenter dans le casting quelques noms célèbres, dont un qui est souvent abonné en tant que guest star dans ce genre de film, c'est Jeremy Irons. Le film va avoir coûté 100 millions de dollars et lors de son exploitation, eh bien, il va rapporter 249 millions de dollars. Alors vous allez me dire, mais alors 249 millions par rapport à 100 millions, c'est un succès commercial. Eh bien, pas vraiment, tout simplement parce que la Fox avait estimé au moins récolter presque le double de ce qu'elle a récolté avec l'exploitation de ce film. Et puis il y a certains phénomènes qui ne sont pas à négliger. D'abord, la critique, relativement assassine, a estimé de façon générale que le taux de satisfaction de Eragon auprès du public est de 16%, mais, et surtout, il faut savoir qu'aux États-Unis, en règle générale, l'exploitation d'un film se fait sur 2, 3 semaines, 4 semaines, grand maximum. Mais la Fox a réussi à faire jouer de ses influences pour maintenir Eragon pendant 17 semaines, jusqu'à son dernier écran que le film a maintenu, alors que le film, lorsqu'il est sorti, eh bien, a été exploité sur 3020 écrans aux États-Unis. 3020 écrans, c'est énorme. Alors évidemment, quand on fait la comparaison avec tous ces chiffres, eh bien, on se rend compte que finalement, le film a été peut-être rentable, mais n'a pas atteint ses objectifs et n'a pas été un succès. Et ce qui a certainement fait réfléchir la Fox de ne pas insister sur cette franchise et de
maintenant depuis plus de 10 ans. On n'a jamais entendu parler ou vu éventuellement la production ou le lancement de la production du deuxième épisode, voire d'un troisième. Il est plutôt question au niveau de la Fox de dépoussiérer finalement le film et d'en faire un reboot. C'est d'essayer peut-être de reconstruire une nouvelle vision, une nouvelle version du film pour essayer de tenter cette fois-ci encore une fois une nouvelle franchise. Deuxième film qui souhaitait vouloir lancer une franchise, cette fois-ci, nous allons aller chez aujourd'hui le mastodonte, l'empire Disney. Disney qui pourtant a un certain nombre de films à son catalogue chaque année qui sont relativement des succès et qui rapportent énormément d'argent. Et pourtant, Disney, de temps en temps, trouve le moyen de se planter. Et ce fut le cas en 2012 lorsque Disney décide d'adapter le roman de Edgar Rice Burroughs, A Princess of Mars, la princesse de Mars, qui est un roman qui est aujourd'hui un classique de la science-fiction et qui a déjà subi des adaptations, des visions un peu plus ou moins différentes. Mais là, Disney a voulu véritablement offrir une version, une vision un peu plus innovatrice selon elle. Le film est confié à Andrew Stanton et le film va coûter 250 millions de dollars et lors de son exploitation, il va en rapporter 284. Autant dire que entre 250 et 284, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 34 millions de bénéfices, ce qui est absolument ridicule pour une telle production. Pourquoi ? Tout simplement parce que John Carter, ce devait être un gros blockbuster de chez Disney pour cette année 2012 et finalement peut-être que le matraquage, peut-être que toute la stratégie de communication qui a été faite autour du film, avec le secret qui a été mis pour empêcher un certain nombre de critiques de voir le film et de juger le film, ça a joué contre le film. Les critiques ont été assassines et finalement le public n'a pas été présent et le bouche à oreille a été relativement ignoble, tout simplement parce que justement peut-être que le Disney a voulu donner une orientation à ce roman un peu trop exubérant, un peu trop extraordinaire, on va dire, etc. Si bien que finalement le film sera un échec commercial selon les objectifs prévus, et malheureusement, Disney a laissé tomber la franchise et il n'y aura pas de suite pour l'instant. Également pour ce film, Disney réfléchit à faire un reboot d'ici peut-être quelques temps, mais pour l'instant, John Carter, cette franchise est en panne et reste dans les tiroirs. Autre film qui souhaitait de permettre à une société de production de pouvoir aussi tirer son épingle du jeu d'un phénomène qui naît au début des années 2000. Remettons-nous dans le contexte, grâce aux effets spéciaux numériques, grâce à l'évolution technologique des effets spéciaux, on a pu ouvrir le champ de certains films que, avant par le passé, était difficile de faire, qui était difficile de leur donner un certain charisme. C'est X-Men, Bryan Singer, c'est Sam Raimi avec le fameux Spider-Man qui a véritablement lancé le phénomène, le genre qu'on appelle maintenant aujourd'hui super-héros et dont Marvel est aujourd'hui encore le leader sur le marché. Et c'est en 2003 que United Artists a voulu aussi développer sa franchise à partir d'une œuvre de Marvel. Et quel personnage United Artists a décidé de choisir pour développer sa franchise, alors que la Fox possédait Spider-Man et les X-Men, alors que Marvel travaillait encore plus ou moins indépendamment avec certaines sociétés de production et n'était pas, au début des années 2000, pas encore fusionné, racheté on va dire par Disney, United a décidé tout simplement de se porter sur un personnage, un classique de chez Marvel, c'est Daredevil. Et qui ont choisi pour incarner Daredevil ? On choisit Ben Affleck. Alors évidemment, le film qui sort en 2003, réalisé par Mark Steven Johnson, va avoir un budget plus ou moins confortable, 78 millions de dollars. Sauf que le film, dès sa sortie aux États-Unis, va faire véritablement un flop. Ensuite, l'exploitation à l'international va extrêmement être difficile et le film va finir sa carrière avec 179 millions de dollars. Alors, en effet, le film est rentable, mais bien en deçà de ce que United Artists estimait. D'autant plus que ce qui va être encore plus fatidique pour le film, c'est que quelques temps après, un autre film issu de l'univers des Marvel et dont un des personnages
était incarnée par Jennifer Garner dans ce Daredevil, c'est Elektra. Elektra qui va avoir son propre film, et le film d'Elektra va avoir plus de succès que Daredevil. Donc du coup, United Artists, vu les mauvaises critiques, vu le bouche à oreille catastrophique, va finalement abandonner le projet de continuer la franchise dans l'état, et le film va même essayer, United Artists va essayer de rentabiliser au mieux le film avec les sorties vidéo. Une première sortie vidéo avec DVD, avec une Director's Cut, mais au final, on va avoir ce qu'on appelle un recut, c'est-à-dire un remontage du film en 2008 lors d'une réédition de sortie en vidéo, DVD et Blu-ray de ce Daredevil, mais finalement ces différentes versions ne vont pas convaincre au-delà le public et au-delà les critiques, et donc Daredevil est aujourd'hui encore un des films de super-héros les plus contestés et le plus contestable qui soit, et donc pour l'aventure finalement Ben Affleck ne pourra pas continuer à incarner ce personnage, mais il se rattrapera puisque désormais il a hérité du personnage de Batman au sein de Warner, qui désormais aujourd'hui va essayer de concurrencer Disney avec Marvel en adaptant les DC Comics. DC Comics, donc c'est Batman, Superman et un certain nombre d'autres personnages que l'on découvrira très prochainement avec le film Justice League. Et pour ce Daredevil, eh bien aujourd'hui on a quand même la chance d'avoir une nouvelle tentative, puisque une série télévisée toujours produite par Marvel est sortie depuis maintenant quelques temps, et cette série a pu permettre de redorer non seulement le personnage, mais aussi la volonté d'adapter ce personnage qui est un des personnages importants de l'univers Marvel. Et finalement la série a beaucoup plus de succès que le film, et le film restera toujours avec cette réputation qui lui colle à la peau. Si tant est que vous ne l'ayez pas vu, vous ne ratez rien, et même si vous voulez véritablement vous faire un avis, je vous laisse vous-même voir le film à l'occasion. Voilà, ce sont 3 exemples parmi d'autres exemples de ces films qui finalement n'ont qu'un seul but, c'est d'essayer de développer des franchises, c'est-à-dire de développer des produits sur lesquels évidemment orbitent énormément de choses, énormément de marketing, puisqu'en règle générale sur les franchises vous avez tous les phénomènes de licence, ces fameuses licences qui permettent aujourd'hui de voir dans les rayons des supermarchés, des magasins, des jouets, des bouquins, des livres de coloriage, même des DVD sur des produits issus parfois même de ce qu'on appelle des spin-offs, c'est-à-dire des personnages extraits des univers de ces franchises, comme d'ailleurs actuellement Warner essaie de lancer le personnage de Scarmander, puisque c'est la version originale, mais en version française je ne sais plus exactement quel est son nom, qui est issu donc de l'univers de Harry Potter. Mais aujourd'hui, le problème des franchises, le problème de cette volonté des maisons de production d'essayer de développer des films à la suite, puisque c'est vraiment le cas, pollue finalement un petit peu l'originalité, c'est-à-dire la capacité aujourd'hui des maisons de production d'essayer de s'aventurer pour offrir de la diversité, pour offrir des choses un petit peu nouvelles au public. Donc si bien qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'en règle générale, les plus gros blockbusters aujourd'hui au niveau des box-office sont quasiment tous des films issus de franchises. Ce sont des suites, c'est le 2e film, 3e film, etc., dont Marvel évidemment détient aujourd'hui le record avec toutes ces franchises concernant des personnages, et ce n'est pas terminé, puisque quand on a la poule aux œufs d'or, eh bien on aurait tort de se priver, qui va continuer encore à perdurer avec de nouveaux personnages. Maintenant, à savoir, est-ce que Marvel va réussir à se renouveler pour à un moment donné ne pas être confronté on va dire tout simplement au fait que le public va à un moment se lasser de ces films, de super-héros, etc. Même si il y a encore beaucoup de potentiel à exploiter à ce niveau-là. Mais pour d'autres maisons de production qui n'ont pas la chance de pouvoir acheter des licences ou des franchises Marvel pour pouvoir développer leurs propres produits, et ne serait-ce que Warner déjà qui a mis la main mise sur DC Comics, eh bien il va falloir essayer d'inventer autre chose, surtout qu'aujourd'hui le leader incontestable sur le marché, c'est évidemment Disney, puisque Disney aujourd'hui possède quasiment toutes les franchises les plus lucratives par le biais de ses rachats de sociétés de
production. Je rappelle que Disney, c'est Pixar, c'est Marvel, c'est Lucasfilm, c'est également Muppet Show aussi, Muppet Show Company. Donc aujourd'hui Disney est devenu un véritable empire. Donc il est difficile aujourd'hui pour les concurrents que sont la Fox, la Warner, d'essayer de trouver des univers, trouver des adaptations, trouver des romans à succès pour essayer justement de pouvoir se développer des franchises, mais plus particulièrement évidemment des franchises durables. Voilà, ce sont donc 3 films qui sont significatifs de ces échecs qui arrivent parfois à des maisons de production à vouloir essayer de lancer des franchises. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode des Films du Grenier et d'ici là, portez-vous bien et bonne séance.